Bonjour. Donc oui, je suis Jacques Thomas. Je suis associé de la coopérative Rhizobium qui porte des projets de sciences participatives et directeur du bureau d'études Scopsagne, particulièrement spécialisé dans la gestion des zones humides et de tous les sols d'une manière générale. Donc j'ai la lourde tâche de vous faire réviser vos classiques. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que je l'avais vu, parce que finalement, en l'espace de 20-30 ans, la science des sols a énormément bougé. Donc je pense que je vais peut-être vous bousculer si ça fait quelques décennies que vous avez été à l'école. Depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est plutôt à partir de la biologie que l'on étudie les sols, alors que moi, quand j'étais en école d'agronomie, on m'a enseigné une façon de considérer le sol comme un support physico-chimique. Ma présentation va être faite en 3 points, comme il se doit. Et je terminerai par une présentation du programme Réseau Sol qui est porté par Rhizobium. Raconter la vie du sol et le lien au sol, c'est avant tout raconter notre histoire. Nous sommes effectivement issus d'une soupe primordiale. La vie est née dans un océan à proximité, disent les scientifiques, de sources d'eau thermale, chaudes et riches en molécules. Et il s'est passé 2 choses extrêmement importantes dès l'origine. Il s'est passé 2 choses primordiales. Une chimie liée au carbone, ça s'appelle la chimie organique. Et la création de ce qu'on appelle des liposomes, qu'on va pouvoir traduire dans notre langage plus simple comme étant des cellules dans un milieu aqueux, des cellules en phase aqueuse. Et pourquoi c'est révolutionnaire? Simple, parce que les molécules, les atomes se sont organisés en 2 compartiments, un compartiment interne et un compartiment externe. Et dans le compartiment interne, il a été possible de réaliser des réactions chimiques qui n'étaient pas possibles dans l'océan où tout était mélangé. Et c'est à partir de ces choses-là qu'ont pu s'élaborer les formes vivantes. Et donc vous voyez, ça s'est passé dans l'eau et ça s'est passé autour du carbone. On y est encore. L'eau est donc indispensable à la vie. Raisonner au niveau simplement d'une comparaison entre la composition de votre sang et la composition de l'océan, au niveau des éléments minéraux, c'est presque la même chose. Une fois qu'on a enlevé tout le vide qui nous caractérise, notre cerveau, il est représenté par 80% d'eau. Et le bébé, à la naissance, c'est 75% d'eau. Donc on est d'abord de l'eau, et d'ailleurs la vie a été uniquement dans l'eau pendant plus de 3 milliards d'années. Les premières formes de vie, au jour d'aujourd'hui, on les fait remonter à 3,8 milliards d'années, et ce n'est que vers 500 millions d'années que les premières formes véritablement terrestres ont commencé à coloniser les terres émergées. Donc plus de 3 milliards d'années de vie uniquement dans l'eau, et c'est bien ce qui nous caractérise, c'est l'eau, c'est la flotte. Et donc pour pouvoir conquérir les terres émergées, il a fallu finalement que la vie se débrouille pour amener un petit peu d'océan avec elle. Et c'est pas pour rien que je vous disais que notre sang a une composition qui est assez proche en sels minéraux que celle de l'eau de mer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ça s'est fait, parce que la question pourquoi, moi je ne saurais pas y répondre et je pense qu'il n'y a personne qui soit capable de le faire. Mais comment ça a pu se faire? On imagine qu'il a fallu que les formes vivantes puissent résoudre plusieurs problèmes. D'ailleurs, d'abord, pouvoir s'alimenter en eau, s'alimenter en éléments nutritifs, se protéger des ultraviolets, se protéger des écarts de température et également jouer avec la gravité terrestre, avec la force de pesanteur. Et du coup, les premières formes de vie
qui sont apparues sur Terre un petit peu avant 500 millions d'années, ce sont celles-là. Alors, j'ai une grande confidence à vous faire, mais je voudrais d'abord m'assurer que Madame Boutin n'est pas dans la salle. Vous ne l'avez pas vue? Je vais un petit peu bousculer vos croyances. Les premières formes de vie sur Terre ont commencé par un mariage à trois. Un vrai ménage à trois, contrairement à ce que l'on croyait il y a encore quelques mois. Les lichens sont des êtres vivants composés de trois organismes différents. Comme vous le saviez certainement, des ifs de champignons, des algues, mais aussi, et ça c'est nouveau depuis à peu près un an, on sait que la plupart des lichens sont également liés en association avec des levures. Voilà, donc ménage à trois. La vie commence par ce genre de choses, et c'est assez rigolo d'ailleurs de le comprendre. Ce qui est important surtout à retenir, c'est que les formes vivantes issues de l'océan primitif n'ont plus commencé à conquérir la terre ferme qu'à condition de s'y mettre à plusieurs. Et là, il y a quelque chose de révolutionnaire qui se crée sur Terre, c'est les phénomènes de coopération et de symbiose. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait pour rien que nos entreprises sont toutes sous forme coopérative autour du groupe Rhizobium. Donc voilà des ifs de champignons. Et les premiers fossiles qui ont été trouvés un peu plus tard, qui nous montrent des plantes un peu plus évoluées, enfin des plantes. Ce sont des fossiles qui remontent à 425 millions d'années. Des petites formes de quelques centimètres de haut, des rameaux qui portent des structures reproductrices, des structures qui vont produire des spores. Ces fossiles-là, vous avez sur l'image de gauche l'image d'un fossile et la représentation d'artistes sur la droite. Ces fossiles-là ont été retrouvés un petit peu partout en Europe et en Amérique. On a en Europe, en Écosse exactement, un gisement tout à fait formidable qui date de 400 millions d'années, en Écosse, sur le lieu qui s'appelle Rinnie. Et on a vu là des fossiles qui ressemblent, qui sont assez proches des premières formes qui ont été vues précédemment. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces plantes primitives ne possèdent pas de racines. Elles possèdent probablement des espèces de crampons, un petit peu comme les grandes algues qui sont sur le littoral. Et surtout, ce qui a été tout à fait intéressant de voir, c'est que en faisant des coupes fines de ces structures fossiles, on a retrouvé les formes d'association entre champignons et plantes vasculaires, c'est-à-dire des symbioses mycorhiziennes. Donc, dès le démarrage de la vie sur Terre, on a l'apparition d'une forme de coopération entre les êtres vivants qui va être à l'avantage des deux partenaires. La plante supérieure, elle, va utiliser son énergie pour essayer de vaincre la pesanteur. Par contre, elle n'est pas du tout armée pour aller puiser l'eau et les éléments minéraux dans son milieu. Et elle va céder pour ça des ifs mycéliens, des réseaux de champignons qui, par association intime, vont permettre de nourrir la plante naissante. Aujourd'hui encore, après 400 millions d'années, la plupart des plantes supérieures sont mycorhizées lorsqu'elles sont correctement nourries dans des biotopes qui leur sont favorables, entre 80 et 90% des plantes. Donc, grâce à la symbiose mycorhizienne, les plantes supérieures ont trouvé un moyen pour s'alimenter en eau et en éléments minéraux. Je prends un autre exemple dans le monde animal maintenant.
Il y a presque 600 millions d'années, il y avait des annélides marins qu'on appelle des polychètes, parce que ils avaient autour de leur corps des soies, des espèces d'organes qui leur permettaient à la fois de se mouvoir. Et généralement, ils fouissaient les sols vaseux des fonds marins. Donc ce sont des vers marins, qui, en quelques 100 millions d'années, ont su quitter l'eau salée pour aller vers l'eau douce. Et l'eau douce, elle était sur la terre ferme. Aujourd'hui encore, ces vers d'eau douce, qui sont cette fois plus des polychètes, mais des oligochètes, qui ont peu de soie, ces vers d'eau douce ont réussi à transformer... en fait, ces vers d'eau douce se nourrissaient en filtrant les boues, les vases des rivières terrestres ou des rivières souterraines. Et depuis la filtration des vases dans de l'eau jusqu'à l'apparition de vers terrestres, on a toute une progression d'animaux annélides qui ont permis la conquête des sols émergés. Il a fallu que le ver de terre, que les lombriciens inventent plusieurs choses. Une tête capable de fouir des sols, il fallait quitter le monde aqueux. Un corps capable de se mouvoir et de lutter contre la pression des galeries, des parois. Et surtout, un gésier extrêmement puissant pour pouvoir, puisque maintenant les vases n'étaient pas transportés par l'eau, pour pouvoir ingurgiter les matières organiques en mélange avec les matières minérales. Et finalement, il y a une grande ressemblance, on ne le dirait pas, mais entre eux et nous. Nous avons une paroi externe, une enveloppe externe qui nous protège, comme le lombric. Nous avons un tube interne, une paroi interne sous forme de tube qui nous permet de digérer, avec 2 orifices, le lombric aussi. Et entre les deux, nous avons une série d'organes qui nous permettent de nous tenir, de nous mouvoir, des muscles, un système nerveux. Oui, les lombrics en ont un aussi. Il y a juste certains d'entre nous qui ont en plus une colonne vertébrale, mais c'est à peu près la seule différence qu'il y a entre nous, vertébrés, mammifères, et le ver de terre. Donc cette évolution de la vie a été une coévolution avec le sol. Les formes vivantes sur Terre ont coévolué avec le sol qui progressivement s'est transformé. Et ça a pris à peu près 400 millions d'années depuis le Dévonien. Alors, il y a plusieurs façons de décrire les sols. Je vais commencer par les façons traditionnelles, c'est-à-dire le côté beaucoup plus description des constituants de ces sols, et puis je vous montrerai progressivement 2 autres manières d'aborder le sol. Les constituants d'un sol peuvent être résumés en 4 grands groupes. D'abord, évidemment, les constituants solides, où on va reconnaître tous les minéraux, depuis les roches jusqu'au limon. Et un cas particulier, c'est les argiles. Alors, les éléments minéraux sont classés selon leur granulométrie, selon donc la taille des éléments. Également pour les argiles, qui sont les éléments les plus fins, inférieurs à 2 microns. Mais il y a une grande différence entre les limons et les sables et les argiles. Les argiles ne sont pas des modèles réduits de la roche, des cristaux de roche. Tous les autres, ce sont des petites roches, des petits cristaux, plus ou moins réduits à des portions incongrues. Par contre, les argiles, elles, ça n'a rien à voir. Ce sont des feuillets d'atomes. Il y a des feuillets comme les feuilles d'un livre, et entre les feuilles,
des espaces interfoliaires dans lesquels il y a de la place pour loger des ions, des cations, des charges positives, et pour loger également de l'eau. Et vous avez là des images qui représentent au microscope électronique des particules d'argile, donc qui sont véritablement réalisées sous forme de feuillets. On va lancer une petite manip depuis l'estrade. Je vais vous montrer comment les argiles réagissent avec l'eau. Et j'ai pris pour ce faire, hop, on va enlever tout ça, une argile très très particulière qui est celle certainement qui est la plus réactive avec l'eau. C'est une argile du groupe des smectines. J'en ai mis 25 centilitres dans ce pilulier. Vous voyez, ça représente finalement assez peu de volume une fois que c'est dans le bécher. Et je vais la mélanger, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps, avec 4 fois son volume en eau. Et je vais touiller et on reviendra tout à l'heure, d'ici une demi-heure, pour voir ce qui s'est passé. Donc normalement, quand on fait ça avec n'importe quelle terre, on obtient de la boue, on obtient un fluide. Voilà. On laisse évoluer et on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà les argiles. Ah. Et donc je continue la présentation. Alors les argiles, pour vous expliquer un petit peu leur origine, parce que c'est quand même un des éléments fondamentaux des constituants du sol et de la fertilité des sols. Les argiles sont issues d'une dégradation des cristaux de roche. Les cristaux, c'est essentiellement des atomes de silice, d'aluminium, de fer, de calcium, de sodium, etc. Par l'action conjuguée de la présence de l'eau, mais aussi et surtout de la présence des sucs racinaires, ainsi que du travail des usines bactériennes, des usines chimiques, et il va y avoir des phénomènes d'hydrolyse. Les ions, les cations, les atomes vont être arrachés des structures cristallines, et leur devenir va être double. Certains d'entre eux vont être exportés vers les végétaux. Et ceux-là, vous les connaissez très très bien. C'est ce qu'on appelle les sels minéraux. C'est ce qui permet d'alimenter les plantes. Calcium, sodium, phosphore, potassium, manganèse, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont se retrouver en excès à proximité des racines. Et la forte concentration de silicium, d'aluminium et de fer va provoquer une réaction qui va permettre la création des feuillets de silicates. Et donc les physiciens appellent cela des phyllosilicates. Ce n'est ni plus ni moins que des argiles. Donc il va y avoir une recombinaison des atomes des roches sous la forme non plus de cristaux, mais sous la forme de feuillets. Et c'est ça qu'on appelle argile, en plus d'être des formes extrêmement petites. Aux côtés des argiles, enfin aux côtés des formes minérales, dans le compartiment solide, on va avoir les formes organiques. Tout simplement les litières et l'humus, les humus, parce que là c'est un monde extrêmement vaste. Les humus et les argiles ont de ça en commun, c'est que les physiciens et les chimistes les placent dans le même groupe d'éléments. Ce sont des colloïdes. Alors un colloïde, c'est quoi? Ce sont des substances qui, une fois en mélange dans l'eau, vont rester en suspension une grande partie du temps. Il va falloir énormément de temps pour qu'ils sédimentent. C'est tout simplement lié en fait à leurs caractéristiques électrochimiques, la présence d'ions et d'électrons va faire que les particules se repoussent les unes les autres, et tant qu'elles sont dans l'eau, elles vont essayer de se maintenir dans un état de stabilité. Alors cet état est un état qui ne dure pas. Au bout d'un moment, la plupart des colloïdes vont sédimenter, comme le font en général les argiles, mais ça peut prendre beaucoup de temps.
Mais les humus, on le sait moins, ont également ce même comportement. On va trouver évidemment dans le sol un comportement liquide, et ce sont les solutions de l'eau avec toutes les substances solubles qui sont les sels minéraux issus de l'hydrolyse des sols ou issus des phénomènes de dégradation, de minéralisation des substances organiques. Un compartiment gazeux qui correspond à l'air que nous respirons, augmenter des gaz issus de la décomposition des matières organiques, notamment le méthane. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, un compartiment vivant, depuis les bactéries jusqu'aux mammifères. Donc voilà les grands composants d'un sol, et vous remarquerez que dans le tout premier compartiment, on va surtout faire appel aux sciences physiques pour les décrire. Puis, on va étendre le champ de notre connaissance en faisant appel à la chimie. Et enfin, il faudra faire appel à la biologie pour comprendre comment fonctionnent les interactions de la plupart des compartiments entre eux. Ce qui veut dire que lorsqu'on étudie le sol, il faut absolument décloisonner les disciplines. Si on est juste physicien du sol, on passe à côté de l'essentiel des phénomènes qui ont permis d'être à la genèse de ces sols. Et c'est probablement, ce que je vous disais en introduction, le grand enseignement de ces dernières années, c'est qu'il faut maintenant beaucoup appuyer sur le fait que le sol est d'abord régi par les lois de la biologie. Comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène de coévolution entre ces sols et la vie sur Terre qui a permis de créer cette diversité d'espaces à la surface de la planète. Une autre manière de présenter les sols traditionnels, c'est de parler de leur origine, de leur transformation et de leur création. Voilà une vue d'artiste qui montre d'abord un compartiment de sol squelettique, une roche-mère, qui est juste colonisée par, au départ, vous l'avez vu, quelques lichens, et qui progressivement va s'enrichir et s'approfondir en différents niveaux. Alors les pédologues appellent ça, ces couches, ces niveaux, ils appellent ça des horizons. Parce que le pédologue regarde sous terre, il appelle ça l'horizon, je ne sais pas. En tout cas, les couches sont différents horizons qui sont nés de différentes manières. C'est ce qui explique la genèse des sols. Il y a d'abord des phénomènes de décomposition de la roche-mère, des phénomènes physiques, des alternances de chaud, de froid, de gel, des phénomènes d'hydrolyse, comme je vous l'ai dit, des phénomènes biochimiques. L'usine biochimique que sont les myriades d'espèces de bactéries sont là pour dégrader les sols, même les plus résistants. Et je vais vous montrer sur le côté gauche petit à petit l'élaboration d'un profil de sol typique. Donc au-dessus de la roche-mère, vous allez trouver un ou plusieurs horizons de niveau d'altération des roches-mères. Et enfin, quand le sol va s'enrichir en matière organique grâce aux végétaux qui le couvrent, grâce aux litières et grâce à la bioturbation, les mouvements de matière organique qui sont générés par de la biocénose du sol, vous allez avoir deux horizons qui vont se créer. Le premier, le plus superficiel, c'est l'horizon organique, essentiellement composé de litières. Et l'horizon qui suit, c'est celui qui aura été remanié par la vie dans le sol, c'est l'horizon organo-minéral. Un mélange entre les matières minérales et les matières organiques. Si le sol a le temps de vieillir, s'il n'est pas décapé, s'il y a de l'eau à arriver sur sa surface, il est possible qu'il y ait des phénomènes de migration et d'accumulation de matière, alors soit des matières solubles, soit des éléments plus grossiers.
Et on va pouvoir voir apparaître comme ça, dans le sol, différents niveaux. Un niveau généralement plus clair qui aura été délavé et où les éléments auront été lessivés et lixiviés. Et un niveau d'accumulation généralement coloré par les agrégats, ou enfin en tout cas les matériaux qui auront été déplacés. Et on va comme ça trouver des horizons très riches en matière organique ou alors très riches en oxyde de fer. Et ça se voit très très bien dans les coupes de sol. Donc voilà un sol typique européen. Et c'est sur cette base-là et avec ce genre d'approche que les pédologues vont chercher à distinguer d'abord par la description les différents horizons d'un sol et ensuite chercher à reconstituer la genèse de ces sols. Donc la pédogénèse. Alors ce sont des phénomènes très très lents. À notre échelle, c'est au minimum plusieurs milliers d'années pour les sols les plus récents en Europe, les podzol, et jusqu'à 1 ou plusieurs millions d'années pour les sols tropicaux très profonds, les latérites. Vous savez, ces sols rouges. Et en moyenne, en Europe tempérée, on estime que la production de sol est équivalente à quelques centaines de kilos par an, 250 kilos, ce qui est extrêmement faible. Donc c'est bien la production nette du sol liée à l'altération préalable des matériaux rocheux. Puisque, vous l'avez vu, les sols sont tributaires de la qualité des roches, on aura donc quasiment autant de sols qu'on a de diversité de roches dans un territoire. Et comme la France a une géologie assez contrastée, on a donc beaucoup de sols très différents. Ça, c'est une carte qui a été faite par les cartographes d'Orléans. Il y a tout un pool de scientifiques qui travaillent sur les sols qui est basé à Orléans, aux côtés du BRGM. Et c'est des laboratoires qui dépendent de l'INRA. Une troisième façon de présenter les sols, c'est probablement une façon un peu moins connue, c'est de considérer que le sol est un bioréacteur, exactement un un réacteur en tout cas biophysico-chimique. Et ce bioréacteur est à l'interface entre la lithosphère et l'hydrosphère, entre la biosphère et l'atmosphère. Ouais, on ne le voit pas. Dans ce bioréacteur se réalisent des phénomènes de flux. D'abord des flux d'énergie. Donc les végétaux supérieurs, chlorophylliens, vont transformer l'énergie solaire en une énergie qui va être transportée par les sucres que les plantes vont créer. Et cette matière va faire l'objet d'un flux. Vous connaissez ce genre de diagramme. Cette matière va être reprise dans les différentes chaînes trophiques des différents écosystèmes par des herbivores, par des carnivores de premier rang, de deuxième rang, par des parasites, etc. Jusqu'à, de toute façon, quelle que soit la complexité de la chaîne trophique, un jour ou l'autre, la matière qui aura été créée par les organismes autotrophes, les plantes vertes, va se retrouver un jour ou l'autre en litière sur le sol et très rapidement ou assez rapidement enfouie dans le sol grâce à la fonte du sol. Il va y avoir des phénomènes de fragmentation, d'humification, puis le terme ultime va être la minéralisation des matières organiques en éléments minéraux simples qui vont être ensuite repris donc, par les plantes terrestres. Donc tout ça, c'est un phénomène simple que vous connaissez. Ce qui est généralement peu abordé, c'est ce qui se passe finalement sous le sol. Lorsque l'on regarde le flux de matière, et notamment le flux de carbone, quand on s'intéresse au flux de carbone, alors vous remarquerez que dans la littérature, en général, si vous tapotez sur Wikipédia, vous allez trouver des cycles de flux de carbone qui généralement omettent le compartiment sol. Moi, délibérément, là, je vous présente un graphique où la place du sol, le carbone organique dans le sol est centrale. Et d'ailleurs,
Si on omet dans les calculs de prendre en compte le carbone organique fossile depuis donc 3,8 milliards d'années pour certains, et qui normalement ne devrait pas beaucoup bouger, on voit que la fraction de carbone organique représente presque 60% du carbone total qui est en circulation. 20 autres pourcents, ou 21% sont des carbones liés à la biomasse aérienne, et 20% du carbone qu'on va retrouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Donc c'est énorme, et si on occulte évidemment, comme le font beaucoup de physiciens, le carbone qui est compris dans le sol, on ne comprend pas grand-chose au phénomène de bioréacteur. Parce que toute l'astuce est là, en fait. Tout le carbone qui a été produit, à part le carbone qui a été produit depuis des millénaires dans l'océan, mais tout le carbone terrestre qui a été produit sur Terre, donc, est passé à un moment ou à un autre par le moteur sol. Et soit dit en passant, les mouvements de carbone organique du sol vers le carbone organique fossile, aujourd'hui, normalement, devraient être d'abord ridicules, 0,1 pétagramme par an. Alors un pétagramme, hein, je vous l'ai marqué, c'est 10 puissance 15 grammes. C'est énorme. Je ne sais même pas ce que ça représente, d'une façon très, très concrète. Il y a l'essentiel des formes de carbone organique sont des formes fossiles, 12 millions de pétagrammes. Et vous me direz, mais pourquoi il y a des formes fossiles de carbone, alors que le carbone, c'est du carbone organique et qu'il a donc été créé par des organismes vivants? Eh bien, tout simplement parce que pendant très très longtemps, la machine, le moteur biologique terrestre n'a pas fonctionné, en tout cas de la planète, n'a pas fonctionné par la case sol. Et pendant longtemps, il n'y avait pas sur Terre des éléments, des formes vivantes capables de dégrader les carbones. Pourquoi les fougères se sont accumulées? Pourquoi les algues de l'océan primitif se sont accumulées, formant du charbon et du pétrole? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là trouvé de formes vivantes. Il n'existait pas suffisamment de formes vivantes capables de casser ces molécules organiques, de les réduire en éléments minéraux pour que ça soit servi aux plantes terrestres ou aux algues de l'océan. Donc accumulation. Et on avait donc dans les premiers milliards d'années de la vie de la planète, finalement, un phénomène de pollution, si on regarde bien la chose. Il y avait accumulation de déchets qui ont formé les gisements de carbone fossile qu'on connaît aujourd'hui. De la même manière, avant que la vie terrestre ne puisse apparaître, il y a eu une grande pollution sur la Terre, puisque la planète était entourée d'une atmosphère qui avait un caractère réduit et au niveau chimique, et progressivement, par l'accumulation d'un polluant, un sous-produit de l'activité des algues qui faisaient de la photosynthèse dans l'océan, il y a eu enrichissement en oxygène. Mais à l'origine, la Terre, l'atmosphère, n'était pas pourvue d'oxygène, ou très peu. Et donc c'est progressivement parce qu'il y a eu un enrichissement en oxygène, parce qu'il y a eu la création d'une couche d'ozone, puisque l'ozone c'est une molécule, c'est 3 atomes d'oxygène, qui a protégé la Terre des rayonnements cosmiques, des rayonnements du Soleil, que les formes de vie ont petit à petit pu aussi coloniser les sols terrestres. En tout cas, les roches terrestres, pour produire plus tard des sols. Ce réacteur biophysico-chimique, donc, il est essentiellement composé par une biomasse souterraine. Alors j'ai repris là des chiffres, parce que dans la littérature, vous allez trouver des chiffres qui vont dans tous les sens.
des copier-coller d'anciennes conceptions, ce qui montre d'ailleurs que l'étude des sols est en train vraiment d'exploser en ce moment, puisqu'il y a énormément de recherches, des choses qui, petit à petit, complètent la connaissance. Et donc, faites très très attention quand vous allez vous documenter, essayez de regarder d'où viennent vos sources. Et donc là, moi j'ai pris des sources qui ont été certifiées, ce sont les documents du GIEC de 2006 qui montrent que dans les prairies européennes, en moyenne, on a un peu plus de 11 tonnes de biomasse souterraine contre légèrement plus de 2 tonnes de biomasse aérienne. 80% de la biomasse des terres émergées, c'est une biomasse souterraine. Donc quand, avec nos yeux de naturalistes qui sont un petit peu bornés, on regarde la nature et qu'on ne parle que des végétaux et que des animaux qu'on voit au-dessus de nos pieds, on occulte l'essentiel de la vie sur Terre. Et on fait forcément des graves fautes dans la compréhension des systèmes. Je me permets une petite parenthèse qui ne va pas forcément être très agréable. Quand on conçoit la nature sous la forme d'une trame, c'est-à-dire d'un modèle en 2 dimensions, on en oublie sa verticalité. On ne travaille pas sur un modèle en 3 dimensions, on oublie le sol. Les trames vertes et bleues, je suis d'accord, mais à condition de systématiquement rajouter la 3e dimension. Et à la 3e dimension, il faut forcément aussi rajouter la 4e, qui est l'évolution de ces systèmes dans le temps. On ne peut pas avoir tout de suite. Les systèmes vivants sont des systèmes qui bougent. Donc s'il vous plaît, la trame verte et bleue, c'est un très très joli outil, au moins sur le papier, mais à chaque fois que vous l'employez, traduisez ça sous forme non pas de trame, mais sous forme d'un espace, au moins à 3 dimensions. Et comme ça, vous éviterez de faire des erreurs et de passer sur des interprétations du fonctionnement des écosystèmes qui sont quand même fondamentales. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule. Pour ceux qui me connaissent, il est faible, le coup de gueule. D'une façon, en moyenne mondiale, donc on a à peu près les mêmes rapports, entre 10 et 17 tonnes de biomasse à l'hectare dans le sol. Évidemment, ça dépend beaucoup des types d'écosystèmes. Alors là aussi, des chiffres qui sont souvent très très disparates. On s'accorde maintenant pour dire que dans ces écosystèmes, enfin dans la partie souterraine, on a entre 2 et 10 tonnes de micro-organismes. Ça ne devrait pas vous étonner, hein. Dans votre intestin, vous avez déjà 1 kilo de bactéries. Donc 2 à 10 tonnes de micro-organismes par hectare. Des vers de terre dans les sols qui sont moins dotés, il y en a une centaine de kilos, 100, 200 kilos. Ça peut aller jusqu'à 4 tonnes. Les coloboles, plusieurs dizaines de kilos. Des larves d'insectes diverses, quelques dizaines, quelques centaines de kilos. Donc il y a une masse extrêmement importante, une biomasse extrêmement importante, mais vous voyez que la plus importante, c'est la biomasse des micro-organismes et des vers de terre, en tout cas pour les terres qui sont dans l'aire de distribution des vers de terre. Alors, nous, on va beaucoup parler des vers de terre. Dans d'autres endroits, on peut parler des termites, qui ont un rôle écologique à peu près semblable. Alors, les fameux vers de terre, c'est assez agréable de constater que l'un des... Alors, attendez, je suis en train de prendre de l'avance. Donc, je reviens sur le bioréacteur. Vous avez ici une image. Je ne sais pas si l'artiste a fait exprès, mais vu de loin, on dirait que c'est un intestin humain. En fait, il a voulu représenter des particules de sable, de limon, entremêlées avec des racines et des radicelles, connectées aussi avec des ifs de champignons, et dans lesquels vont se loger des acariens, des collemboles, enfin toute la faune du sol, et évidemment les bactéries.
Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce que l'on appelle maintenant un holombionte? Alors c'est vraiment très tendance en biologie aujourd'hui. À côté de l'organisme simple, l'espèce, que tous les naturalistes essayent de déterminer, on parle maintenant, dans un écosystème, on parle d'un organisme un petit peu méta-organisme, c'est l'holombionte. C'est-à-dire, aux côtés de l'organisme principal, tous les micro-organismes qui lui sont associés. Dans votre intestin ou dans votre corps, c'est le microbiote. Ici, dans le sol, c'est les bactéries et les champignons du sol qui vivent en association, mycorhizes ou autres, avec la plante supérieure. Et donc, on ne parle plus de telle ou telle plante, on ne parle plus de telle espèce, mais on essaie de comprendre comment le système fonctionne avec cette biocénose qui est plus ou moins intégrée. Alors, au niveau des intégrations des organismes vivants, je vous rappelle que vous aussi, vous êtes une chimère. Vous êtes un organisme composé, en plus des bactéries que vous hébergez, un petit peu comme des squatteurs dans votre intestin, vous êtes à l'origine, votre cellule est à l'origine composée de deux types de cellules. La cellule de l'eucaryote primitive, qui a évolué, et une bactérie qui s'est mise à l'intérieur de cette cellule, à côté du noyau d'eucaryote, qui a permis de gérer l'énergie dans votre cellule. On appelle ça des mitochondries. Quand autrefois à l'école on apprenait la cellule, on présentait la cellule, le mitochondrie, comme un organite, un petit organe de la cellule. En fait, la mitochondrie, au niveau de l'évolution, c'est une bactérie qui maintenant vit en association stricte avec les êtres vivants eucaryotes. Et tous les eucaryotes sont construits de cette manière. De la même manière, les plantes supérieures, chlorophylliennes, leur système énergétique, ce sont des chloroplastes qui, à la manière des mitochondries, sont également des micro-organismes qui se sont associés à la cellule eucaryote primitive. Et ce sont même, on sait que ça provient d'algues bleues, les premières algues qui ont été capables de faire la photosynthèse. Donc nous sommes nous-mêmes des chimères, et le sol, lui, il peut avoir différents niveaux d'association avec les différents organismes, soit des niveaux de symbiose comme les mycorhizes, ou avec des bactéries, le rhizotobactère, ou alors des associations plus légères comme les colonies bactériennes qui vont se retrouver dans la proximité immédiate des racines. C'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Donc, notion d'holobionte, vous allez en entendre parler certainement dans les années à venir d'une façon beaucoup plus importante. Bon, peut-être pas sur, comment ça s'appelle, ces émissions-là, C8 ou je sais pas quoi. Ça m'étonnerait que vous en entendiez parler là. Une image de bactéries, des images de mycorhizes, des ifs mycorhiziens. Là, on passe dans un domaine beaucoup plus gros, des colamboles. Alors, les colamboles, en général, sont spécialisés pour manger les feuilles des plantes. Et leur collègue l'acarien va manger les nervures, qui sont un peu plus difficiles. Un autre, ça c'est un protour, et c'est spécialisé dans le fait de recycler les radicelles mortes. Et enfin, l'organisme qui va nettoyer les bactéries mortes, un nématode. Alors, il n'y a pas que des nématodes parasites de l'homme ou des plantes, il y a aussi énormément de nématodes fort utiles dans le recyclage des matières vivantes dans le sol. C'est eux qui vont donc assumer ce recyclage de bactéries. Et enfin, je ne sais plus comment il a été appelé, le héros du sol, le ver de terre, le lombricien. Alors souvent on dit lombric, c'est à tort, hein, il ne faut pas les appeler lombric. Le mot lombric est à garder uniquement pour désigner le genre Lombricus,
qui est le lombric justement que vous connaissez. Mais quand on parle des vers de terre en général, il faut dire lombricien. Et le grand spécialiste, le premier à avoir véritablement étudié en profondeur les lombriciens, c'est Charles Darwin. Peu de temps avant sa mort, il a publié, donc, en 1881, il a publié un très gros ouvrage qu'il avait mis à peu près 40 ans à réaliser, une fois qu'il était revenu de son expédition autour du monde sur le Beagle. Il a travaillé à l'observation des vers de terre dans sa propriété en Angleterre. Et une fois qu'il avait géré tous les problèmes qu'il a eus pour défendre sa théorie de l'évolution, sur la fin de sa vie, il a réussi à publier cet ouvrage qui, en France, a été publié quelques semaines ou quelques mois après sa mort, en 1882. Et ça a été un best-seller. Il a été vendu plus d'ouvrages de Darwin sur les vers de terre qu'il n'en avait vendu sur la théorie de l'évolution. Je crois que pour l'époque, il y a eu 3 retirages, et le dernier retirage, c'était à 8500 exemplaires en France, de la version française, ce qui est énorme pour un bouquin il y a un siècle, qui serait encore énorme pour un tirage d'un bouquin en France aujourd'hui. Donc plus de 15 000 bouquins sur les vers de terre, comme quoi il y a un siècle en France, il y avait quand même une certaine appétit auprès des sciences naturelles. Et quand vous voyez des vieilles bibliothèques de vieilles maisons, vous voyez qu'elle est généralement bien dotée en ouvrages de savants de cette époque-là. Donc, il a dit une chose tout à fait malicieuse dans son introduction, Charles Darwin. Il a dit que finalement, ce qu'on appelait terre végétale, d'ailleurs, le titre de son ouvrage, c'était Terre végétale. Il voulait se faire comprendre de tout le monde. Mais c'était un emploi mal à propos, car il faudrait mieux l'appeler terre animale, puisqu'il avait bien fait le constat que le ver de terre faisait passer maintes fois le sol au travers de son gésier, dans son appareil digestif, pour pouvoir construire ce que, une centaine d'années plus tard, l'autre pape des vers de terre, Marcel Boucher, a nommé le lombrimix. Le lombrimix, pour Marcel Boucher, qui est donc le chercheur qui a travaillé lui aussi pendant 40 ans à l'INRA et au CNRS sur la biologie du ver de terre, Marcel Boucher considère que le lombrimix, c'est ce que vous allez appeler la turricule. C'est cet agrégat de matière organique et de matière minérale consolidé par les mucus produits par les bactéries et un agrégat qui est produit au rythme à peu près de 270 kg 270 tonnes par hectare et par an, ce qui fait 27 kg au mètre carré tous les ans de lombrimix produit. Tous les auteurs ne s'entendent pas sur la longueur des galeries de vers de terre. On a entre 60 et 900 mètres de galeries par mètre carré de sol. Ce qui est de toute façon considérable, même 60 mètres. Vous avez... Voilà, donc je reviendrai sur les fonctions du lombrimix tout à l'heure. Vous avez également, au niveau des transferts qui se passent dans ce bioréacteur, vous avez évidemment des transferts d'eau. Et ça va faire l'objet d'une partie spéciale. Qui dit flux de matière, flux d'énergie et flux d'information définit en fait ce qu'est la biodiversité. Ce flux de matière, ce flux d'énergie, ce flux d'information, ce sont des fonctions écosystémiques qui sont portées par des biocénoses. C'est exactement ce que l'on entend par le terme de biodiversité, en tout cas quand on ne dénature pas le mot biodiversité. Il est bien entendu que la biodiversité, c'est pas juste une liste d'espèces comme on fait une liste de courses. Ce qui est important dans la biodiversité, ce sont les fonctions
assumée par les organismes vivants. Et c'est en tout cas ce que défend et a beaucoup défendu Jacques Weber, l'économiste de l'écologie. Il s'est toujours énervé contre les gens qui réduisaient la biodiversité à quelques espèces. L'autre biologiste, donc là c'est Marcel Boucher, lui, il considère que le sol, c'est ce qu'on devrait appeler un biosol, plus qu'un sol, puisque de toute façon, il n'existe pas de sol sans vie, ou alors le sol sans vie, il est mort, de fait. Et il parle, lui, de nœud de la biodiversité terrestre. Le sol, c'est le nœud de la biodiversité terrestre. Il considère que les fonctions qui sont assurées dans le biosol, ce sont des fonctions à l'image du cœur, pour le transport de matière et de liquide, à l'image d'un poumon pour aérer ce sol, et à l'image d'un système digestif. Et c'est pour ça qu'il parle de plexus écosystémique, de la zone où les choses s'entrelacent. Ça, c'est Marcel. Et voilà l'eau. Alors j'en profite. En général, quand on vous présente le cycle de l'eau, on vous parle de deux grands compartiments. Le compartiment supérieur, le bassin versant, ici en bleu, blanc et vert, où on voit l'évaporation, on voit les ruissellements, et ça c'est le domaine de l'hydrologue. En profondeur, c'est le terrain de jeu des hydrogéologues. Et eux, ils vont parler de réserves profondes, et l'un et l'autre, ils vont occulter ce qui se passe dans cette couche extrêmement fine, parce que c'est pour eux une boîte noire, on n'y comprend rien. Les mouvements d'eau dans le sol sont extrêmement complexes, on peut difficilement les modéliser. Et donc, comme eux, leur but, c'est soit de s'occuper des réserves profondes, soit de s'occuper des dégâts des eaux liés à l'inondation en surface, ils n'ont finalement pas eu beaucoup l'occasion de regarder ce qui se passait à la surface du sol et dans le sol. Il y a à peu près que les pédologues agronomes ou forestiers qui ont fait ce travail. Alors on peut résumer les mouvements d'eau dans un bloc de sol de cette manière. On va faire la litanie là, des différents mouvements. La première arrivée d'eau, c'est l'eau des précipitations, c'est l'eau de pluie. Il peut y avoir de l'eau qui ruisselle depuis le bassin versant et qui arrive dans notre bloc de sol. Des sources peuvent irriguer le sol latéralement. Il y a souvent des passages de percolation, on appelle ça des écoulements hypodermiques, qui vont traverser le sol. Des remontées de nappes en pression. Et si la pression est très forte, si les masses d'eau sont au perché, on peut même avoir des sources artésiennes. Il y aura dans tous ces compartiments, à tous les étages, je dirais, des remontées capillaires. Il peut y avoir des arrivées d'eau par inondation, par débordement, par le phénomène des marées. Des écoulements de surface. L'eau va sortir du système par des écoulements gravitaires. Il va sortir du système en allant profondément par infiltration dans les ressources, dans les nappes profondes. Et il va également sortir du système par évapotranspiration, phénomène physique et chimique. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu vite pour ceux qui prennent des notes. Voilà donc les grands mouvements qu'on peut observer dans un sol. Et ça peut s'observer dans toutes les natures de sol, que ce soit des sols totalement gorgés d'eau, comme celui qui est représenté là, puisqu'on a un joli redoxysol pour les connaisseurs, ou que ce soit dans les sols secs, qui voient passer quand même de temps en temps un petit peu d'eau. Maintenant, si on se rapproche de la particule,
de la particule du sol, des particules élémentaires qui font quelques fractions du micron ou quelques microns. En fonction de la position de la molécule d'eau par rapport à cette particule, on va être dans une situation où soit cette eau, si elle se situe à 50 microns de la particule ou au-delà, cette molécule, qui est représentée ici par le petit point rouge et les deux petits points blancs, H2O, va subir la force de pesanteur, la force G. Et cette force, à 50 micromètres de la particule, va être beaucoup plus forte que la force d'attraction de la particule elle-même, qui est représentée sur ce schéma par la lettre F. Donc, à 50 microns de distance, la molécule d'eau, elle va suivre son chemin et elle va tomber d'une façon verticale en subissant la force de gravité. C'est donc l'eau de gravité. Et au-delà de 50 micromètres, on parle d'un drainage profond. En deçà de 50 micromètres, entre 10 micromètres et 50 micromètres, ce sera un drainage lent. En dessous de 10 micromètres, la force d'attraction de la particule va devenir plus grande, plus importante que la force de gravité. Et si à proximité de la molécule d'eau, il y a une racine qui peut développer une force de succion supérieure à la résultante de ces deux premières forces. Là, je vous parle de physique, ça va? Donc vous faites la résultante entre les deux forces F et G, et la force de succion, si elle est supérieure, elle va être capable de boire de la molécule d'eau. Par contre, en se rapprochant, ça c'est donc l'eau retenue, mais en se rapprochant de la particule, la force de succion va devenir peut-être, en tout cas la force liée à la particule, va devenir plus importante que la force de succion. Ce qui fait que l'eau va être retenue à proximité de la particule et ne pourra plus être pompée par la plante. Et c'est à peu près à la distance de 0,2 microns que ce changement va se faire. Les agronomes ont défini cet espace comme étant l'espace de la réserve utile, RU, ou de la réserve facilement utilisable, RFU, et qui se situe entre deux points, le point de flétrissement permanent des plantes, à 0,2 microns, et le point de ressuyage des eaux de gravité, à peu près à 10 microns. Entre les deux, donc, on a l'eau qui est retenue, et c'est l'eau qui est exploitable par les plantes et par les micro-organismes. Au plus près de la particule, c'est l'eau liée. Et on va donc définir trois compartiments différents. La microporosité dans la proximité immédiate de la particule, qui va contenir de l'eau qui ne pourra pas être exploitée par les formes vivantes, en tout cas pas par les racines des plantes. On va voir que les bactéries et les champignons sont capables, eux, de forcer un petit peu le point de ressuyage. Et la mésoporosité, c'est l'espace, soit dans les pores, soit à proximité des particules, qui va être exploitable par les formes de vie. C'est la ressource en eau des formes de vie. Et enfin, la macroporosité, qui, elle, ne fait qu'apporter de l'eau dans le sol. On a besoin de la macroporosité pour que la mésoporosité soit alimentée en eau. Mais cette eau-là, elle va vite disparaître par infiltration, par percolation. Donc ce schéma, il est fondamental au niveau de la compréhension des mouvements d'eau aux échelles micrométriques. Il est rarement montré de cette manière, je pense, mais je pense que vous pouvez le noter parce qu'à partir de là, vous pouvez comprendre beaucoup de phénomènes qui vont vous être expliqués plus tard. Et c'est donc dans le territoire de la mésoporosité, à proximité des particules, que va pouvoir se développer la vie, l'holobionte, la racine et son cortège de micro-organismes qui vont l'aider à se développer. Si on regarde maintenant
les choses d'un peu plus loin en fonction de la texture des sols, c'est-à-dire la composition granulométrique en matériaux de plus en plus gros, depuis les argiles jusqu'au sable. On se rend compte que les sols sableux ont de faibles réserves mobilisables en eau. Les sols limoneux en ont déjà beaucoup plus et les sols argileux énormément. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que plus on enrichit le sol en argile et plus la partie d'eau qui est fortement retenue par les particules augmente également. Donc l'eau non mobilisable, elle va progresser d'une façon extrêmement importante dans les sols très argileux. Et c'est là que je reviens sur la petite manip de tout à l'heure. J'aurais dû la touiller, j'ai pas eu le temps. Donc vous vous souvenez, j'y ai mis 25 centilitres d'argile et j'y ai mis 100 centilitres d'eau. Normalement, quand on est avec ce genre de mélange, avec du sol, on devrait avoir de la boue. Et là, vous n'en avez pas. On n'a pas de fluide. Alors évidemment, j'ai triché un peu parce que j'ai pris l'argile pure qui se comporte de cette manière, qui absorbe le plus les molécules d'eau. C'est ce qu'on appelle une smectite, une montmorillonite, et dans le génie civil, on appelle ça de la bentonite. Elle est capable, là ça ne fait que peut-être 3/4 d'heure que c'était en eau, elle est capable d'absorber à peu près 10 fois son volume d'eau. Là j'en ai mis que 4. Parce que j'avais pas assez de temps pour faire la manip et autrement je me faisais mouiller quand même. Mais vous voyez qu'en l'espace de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, l'eau est rapidement absorbée par ce matériau parce que cette smectite a des feuillets énormes capables de retenir énormément de molécules d'eau. Et avec les autres argiles, qui se comportent pas d'une façon aussi agressive vis-à-vis de l'eau, on a quand même des phénomènes semblables. C'est ce qui explique qu'une partie de l'eau, de toute façon, n'est jamais mobilisable dans un sol. Il y en a une partie qui reste associée aux particules. Il faut chauffer les échantillons de sol à 110 degrés pendant plusieurs heures pour s'assurer d'avoir enlevé cette eau de la microporosité. Donc voilà, pour faire mumuse avec de la boue. Puisque les sols en France sont relativement différents et hétérogènes, on comprend aussi que tout le monde n'est pas gâté de la même manière par les réserves utiles en eau dans le sol. Autour du bassin parisien, avec des sols limoneux très profonds, vous avez vu que les sols limoneux étaient des sols finalement extrêmement efficaces au niveau de la rétention en eau. Dans le bassin parisien, vous avez des réserves utiles supérieures à 200 mm. Si vous allez sur des terrains très peu épais, sur sol cristallin dans le Massif central ou sur sol calcaire en Provence, vous n'avez quasiment pas de réserve. Je voudrais juste revenir sur l'image précédente. Si au-delà de la fraction minérale d'un sol, on rajoute de la matière organique dans le sol, vous voyez la courbe jaune ou verte, là, vous avez une augmentation de la réserve utile en eau. La matière organique va jouer comme un élément capable d'améliorer la réserve utile du compartiment eau, même dans un sol sableux. Et c'est assez important de voir ça. D'abord, vous pouvez voir qu'il y a une relation tout à fait cohérente entre la structure de ces matières. Ce sont toutes les deux des colloïdes. Et c'est important de se rendre compte de ça parce que si on peut difficilement jouer sur la composition texturale de nos sols en plein champ, on a peut-être manière de jouer sur la teneur en matière organique d'un sol. Et donc d'améliorer comme ça la capacité de rétention de l'eau du sol. La question fondamentale, en fait, maintenant, c'est de se demander
Mais que font les éléments vivants, les êtres vivants, pour mobiliser de l'eau dans le sol? Quelle est la contribution de la biomasse souterraine à la rétention en eau des sols et à la fourniture auprès des plantes? C'est finalement la question fondamentale, c'est peut-être la question nouvelle qu'on se pose maintenant. Jusqu'à présent, le discours que je vous ai tenu était un discours de physicien. On a des stocks d'eau, ça rentre, ça sort, et on va pomper grâce à une force particulière, les végétaux, les molécules d'eau. Est-ce que le sol n'est pas plus malin que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moteurs à la mobilisation de l'eau par le vivant dans un sol? Eh bien, évidemment, si. Le premier moteur, c'est que le vivant, la biomasse d'un sol, va être capable de moduler les capacités d'infiltration d'un sol. Et c'est évidemment aux lombriciens que l'on pense, avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de galeries par mètre carré. Les lombriciens vont améliorer la macroporosité du sol. Et donc vous avez compris maintenant que même si l'eau qui rentre dans la macroporosité est en partie perdue, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Elle va permettre d'alimenter la mésoporosité, et c'est celle-là qui nous intéresse. Par contre, un sol totalement fermé, imperméable, il n'y aura que des écoulements d'eau en surface qui ne viendront pas humecter les profondeurs, et donc les réserves profondes disponibles pour les êtres vivants vont disparaître. Ici, vous avez les deux images d'une vue en 3 dimensions de réseau de lombriciens. Ce sont des images qui ont été réalisées par tomographie, c'est-à-dire par scanner. Un chercheur de l'INRA d'Avignon a employé un scanner médical pour réaliser des images de 2 types de sols dans la même parcelle. Une partie sur la gauche qui n'a pas été bouleversée, et une partie sur la droite qui a été tassée par un tracteur et sa remorque. Ça se passe sur des plaines limoneuses du bassin parisien. Et ce qu'il observe donc 1 ou 2 mois après le phénomène de tassement, c'est que sur la partie droite tassée, il n'y a pas de lombric avant 3 mois. Ce qu'on voit là, ce sont des traces des anciennes galeries qui ont été détruites. Puis, progressivement, les lombriciens vont arriver, et progressivement, là, on est à 8 mois, et vont commencer à travailler le sol qui a été tassé, et commencer à ouvrir des galeries. Mais là, vous voyez qu'à 8 mois, il n'y a pas encore de réseaux verticaux qui vont depuis la surface jusqu'à la profondeur. Il faut savoir que sur un sol profond, les lombriciens sont capables de circuler comme ça sur 3 mètres de profondeur et faire des galeries 3 mètres de longueur d'un sol tenant. Petit à petit, et là c'est au bout de 2 ans, il va y avoir une reconstitution de la macroporosité du sol grâce au travail des lombriciens. Dans le premier cas, 2 ans avant, l'eau ne pouvait absolument pas circuler à l'intérieur de ce sol. 2 ans plus tard, mais vous voyez, il faut quand même 2 ans, et je crois que le chercheur disait que la situation était véritablement rétablie au bout de 3 ans. Donc le simple passage de la roue d'un tracteur un peu chargé sur un sol qui portait peu, qui était mouillé, ça va avoir des effets 3 ans plus tard sur ce type de sol. Alors, toujours pareil, en matière de sol, il faut être toujours très précis. Il ne faut pas tirer des généralités sur tous les sols avec les chiffres que je vous donne. C'est vraiment en fonction de l'observation qui a été réalisée à un endroit par tel type de protocole qu'il faut analyser ces chiffres. Mais sur un sol limoneux profond du bassin parisien, il a été observé qu'il a fallu presque 3 ans pour rétablir un sol qui avait été dégradé par compactage. D'autres expériences ont montré que sur des parcelles où on a introduit du ver de terre qui n'existait pas, il a fallu 10 ans pour augmenter de 25% la réserve utile. Donc vous voyez que le travail du ver de terre, et c'était le seul paramètre manifestement dans cette manip, a permis d'améliorer considérablement la réserve utile du sol.
D'autres chercheurs dans le bassin rennais ont mis en évidence que sur des parcelles en légère pente, 4-5% de pente, entre un sol dépourvu de lombriciens et un sol correctement pourvu de lombriciens, on pouvait diviser par 3 le ruissellement et l'érosion. Toujours grâce à des phénomènes d'infiltration. L'eau tombe sur un sol qui est plus poreux et donc l'eau ne va pas se mettre à s'écouler sur la surface, sur la pente. Il faut savoir que l'eau en elle-même n'a pas une grande force, puisque la force est le carré de la densité des matériaux qui vont rouler sur le sol. La densité de l'eau, c'est 1, donc le carré de 1, c'est 1. Mais petit à petit, si des particules commencent à se mêler à l'eau, la densité du flot va commencer à augmenter. Et le carré de 1,2, ça commence déjà à faire, et le carré de 1,3, 1,4, la densité de la boue, ça commence à être énorme. Et le phénomène va s'amplifier puisque l'accélération de l'écoulement est une accélération au carré. Et donc plus la molécule d'eau est chargée en particules issues de l'érosion, plus elle va prendre de la force et plus elle va être érosive et plus elle va se charger en matière minérale. C'est un phénomène qu'on n'arrive pas à arrêter tant qu'il y a une pente pour permettre le flux de l'eau. Comment mobiliser l'eau par le vivant? Eh bien, le biosol, on l'a vu, c'est essentiellement de la matière organique. La matière organique, je vous l'ai dit, elle a un effet améliorant la réserve en eau, ça a été mesuré. Et pourquoi ça a un effet améliorant? Tout simplement grâce, là aussi, au brassage effectué par les lombriciens. 27 kg par mètre carré, c'est pas rien. Et c'est surtout 27 kg d'une structure qui va fragmenter les particules et les mettre en relation les unes à côté des autres, en créant le maximum de mésoporosité. Et là, vous avez tout compris. Plus on a des particules fragmentées, mais qui sont rapprochées les unes des autres grâce au mucus et grâce à la glomaline, plus on va avoir des compartiments aptes à accueillir de l'eau que la flore va être capable de pomper. Donc, en améliorant la mésoporosité, les lombriciens améliorent les réserves utiles des sols en eau. L'autre contribution de la vie dans le sol par rapport à l'eau, c'est de permettre de stabiliser les sols. Ça va créer des structures beaucoup plus résistantes. Pourquoi? Alors, moi, quand j'étais jeune, on m'expliquait en agronomie qu'on crée des structures de sol résistantes en créant un complexe argilo-humique. On le conçoit très très bien, c'est aussi une idée de chimistes et de physiciens. Les particules de colloïdes minérales, les argiles, et les humus vont se relier entre elles. On améliore même cette relation entre les particules en rajoutant un peu d'ions calcaires, calcium. Des particules positives du calcium vont accrocher les colloïdes négatifs des argiles et de l'humus. C'était la vision du pédologue physicien d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on sait que ce phénomène existe, mais il n'est pas seul. Et il faut faire appel à la vie, il faut faire appel au lombrimix et à la glomaline, je vais m'expliquer, pour expliquer comment ce complexe argilo-humique est capable d'être aussi costaud. Le lombrimix, c'est donc les excréments du ver de terre. Contrairement à l'homme, le ver de terre, lui, il n'a pas un intestin qui est capable d'avoir un microbionte qui va digérer les matières. Et pour pallier cette difficulté, il a inventé un système très particulier. C'est le système qu'on utilise maintenant dans les caves à Roquefort. Le lombrimix, on le rejette, on le met dans un coin, dans un bout de conduite.
On reviendra le manger plus tard, une fois que la flore qu'il y a autour du lombrimix, les bactéries, vont dégrader les matières organiques. Et il a inventé le fromage, le lombrimix. C'est pour ça qu'à Roquefort, on fait exactement la même chose. On utilise des microbes pour transformer la matière organique. J'aurais pu aussi dire il a inventé la boulangerie. C'est pareil, c'est le même processus. Mais donc, il a externalisé la digestion des matières organiques qu'il n'était pas capable de digérer en produisant ce lombrimix. Il reviendra le manger quand les micro-organismes auront dégradé une partie des matières organiques. Et ce faisant, le lombrimix, il est nappé du mucus des bactéries. Et ce mucus, ce sont des molécules de sucre, c'est des glycoprotéines, qui vont rendre solide l'agrégat de matière minérale et de matière organique. Et de la même manière, ce sont quasiment les mêmes molécules que les ifs mycorhiziens vont produire. On s'est rendu compte depuis 15 ans, c'est une chercheuse américaine, Sarah White, qui a mis en évidence que les ifs des champignons produisaient des molécules qu'on a appelées glomalines. Et ce sont également des glycoprotéines qui ont un pouvoir extrêmement résistant par rapport à l'eau. Ce sont des molécules hydrophobes et elles vont protéger comme ça les agrégats de sol, les lombrimix. Et c'est pour cette raison qu'on a un sol particulièrement résistant quand on a un sol riche en vie. Ce n'est pas uniquement par des phénomènes électrochimiques. Autre carapace qui va être qui va doter le sol, les ifs, cette fois-ci mycorhiziens, vont former une sorte de maille qui va consolider les agrégats les uns par rapport aux autres, à la manière de, je sais pas, d'un bas de contention, si vous voulez. Voilà une image où on voit des ifs mycorhiziens sur quelque chose qui ressemble à un couscous, c'est-à-dire une terre grumeleuse, probablement du lombrimix. La grande invention, et je le gardais pour la fin, de la vie dans le sol, c'est le fait d'avoir créé cette symbiose mycorhizienne qui permet d'associer des champignons avec les plantes supérieures. Et on s'est aperçu que les mycorhizes associés, enfin les champignons mycorhiziens associés aux plantes allaient conduire l'eau, un petit peu comme un cordon de coton hydrophile est capable de conduire l'eau. Et cette eau, finalement, elle est propulsée par un système 1000 fois supérieur en taille que le système des racines de plantes supérieures. Plusieurs auteurs, et notamment Jean Garbet, estiment que les mycorhizes font 1000 fois la taille des racines. Et vous comprenez comment on multiplie comme ça la capacité d'une plante supérieure à aller mobiliser de l'eau dans le sol à des endroits impossibles pour la racine. D'abord, les mycorhizes sont beaucoup plus petites que les racines, que les radicelles. Les radicelles, c'est à peu près 10, 20, 30 microns dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est tout petit, ça. Les mycorhizes, eux, c'est de l'ordre de quelques microns. Donc on est dans le champ là, du minimum de mésoporosité et presque de la microporosité. Donc les mycorhizes vont être capables, en tout cas les ifs mycorhiziens, vont être capables par deux phénomènes d'aller pomper, d'aller sucer de la flotte très très loin de la plante avec laquelle elle est associée. Alors je vais me concentrer uniquement sur l'eau, mais on s'est aussi aperçu évidemment, et là il y a des travaux très très récents en forêt en Suisse, on s'est aperçu que les plantes supérieures entre elles dans une forêt échangeaient de la matière, du carbone, mais échangeaient aussi de l'information, des enzymes, des hormones. Les plantes supérieures sont capables d'envoyer un signal de stress hydrique aux voisines en leur disant « fermez vos stomates parce que là, il va y avoir commencé à avoir un problème ». Et cet échange-là se fait grâce au réseau mycorhizien
Le réseau mycorhizien, il faut le penser dans le sol à l'identique du réseau Internet. C'est exactement la même chose, avec échange d'eau, et échange de matière, et échange d'informations. Bon, tout ça, c'est la vie, quoi. Voilà, 90 mètres carrés de mycélium par mètre carré de prairie. Là aussi, c'est le spécialiste canadien, québécois des mycorhizes qui le dit. Donc, pour en terminer, on remarque que le sol assume énormément de fonctions écosystémiques, des fonctions d'approvisionnement, des fonctions de régulation, des fonctions de création de biotopes. Et puis, j'ai séparé les services et les aménités rendus par les sols, c'est-à-dire le point de vue, cette fois-ci, anthropocentré des sols et des services que les sols peuvent rendre donc, à l'humanité. Et c'est là qu'on voit un grand paradoxe. On voit par exemple que à peu près dans toutes les grandes religions, à partir même les premiers écrits que l'on a, c'est les civilisations sumériennes. Les religions font appel à, dans leur mythe de création, font tout appel à une création liée à de la vie et de l'homme, hein, liée à l'eau et à l'argile. Vous regarderez, que ce soit les Sumériens, que ce soit évidemment la Bible, que ce soit les religions africaines, vous avez toujours une allusion à des phénomènes de création de la vie au travers d'un mélange d'eau et d'argile, par la boue. Et l'homme a été très très vite conscient en fait de son lien avec la terre, avec le sol, ne serait-ce que par le retour à la terre, par les sépultures. Et à côté de ça, il est capable de transformer le sol en véritable poubelle. Et c'est là où est tout le paradoxe. Et le philosophe Michel Serres a dit en 90, a écrit en 90 que l'homme conchiait la nature de ses salissures, de ses excréments. Il y a tout un développement dans son bouquin, son essai sur le contrat naturel qui est assez édifiant pour un philosophe. Alors c'est pas Michel Serres n'est pas le premier philosophe à avoir fait le lien entre le sol et l'humanité. Ici, le premier d'entre eux, ou presque, Platon, il y a donc 2400 ans presque, a dit ce texte qui est tout à fait fabuleux. Alors je crois qu'on va le lire ensemble. Donc l'eau qui chaque année tombait du ciel pour le féconder, le pâturage ne la laissait perdre comme aujourd'hui. Il parle d'une région d'Attique, proche d'Athènes, qui a été déforestée par ses semblables. Abandonnant ainsi la terre toute nue pour aller se déverser dans la mer, au contraire, comme le sol en contenait en abondance et qu'il la recueillait en son sein, alors, la mettant en réserve sous un couvert de terre argileuse, l'eau que, descendue des lieux élevés, il avait avalée, il la laissait s'épandre dans les fonds et il procurait ainsi en tout lieu un cours intéressable aux fontaines et aux fleuves. C'est magnifique ce texte. C'est magnifique, ça devrait être en exergue de la pétition européenne, il me semble. Ce philosophe, qui est un philosophe naturaliste, avait déjà tout compris, en tout cas bien mieux que nos savants du XVIIIe et XIXe siècle. Il avait tout compris du lien entre le sol et l'eau et les effets au moins mécaniques protecteurs de la végétation et du sol vivant sur les ressources en eau vers l'aval. Donc retenez ça, c'est dans l'ouvrage qui s'appelle Critias de Platon. C'est pas le seul ancien à avoir reconnu des vertus au sol. Et là, je ne l'ai pas mis dans ce diaporama, mais je viens de découvrir que Cléopâtre elle-même avait pris une décision politique de protéger, de sacraliser les vers de terre dans la plaine du Nil. Il était interdit de déplacer et de tuer des vers de terre, car ces savants lui avaient bien expliqué le rôle du ver de terre sur la fertilité des eaux du Nil.
et des terres du Nil. Donc extraordinaire ce genre de choses. Ce n'est finalement que à partir du Moyen-Âge, et il a fallu même attendre la fin du siècle des Lumières pour commencer à sortir de cet obscurantisme scientifique. Les vers de terre, les champignons mycorhiziens, la symbiose mycorhizienne a été découverte à peu près en même temps que la découverte de Liebig sur l'alimentation minérale des plantes en 1840. La théorie de l'humus qui prévalait à cette époque a bataillé beaucoup, surtout en France, vis-à-vis de la théorie de Liebig de l'alimentation minérale. Mais très très vite, il y a eu tout un mouvement pour aller vers une simplification de l'agronomie, parce qu'il y avait besoin de faire manger tous ces gens, et par la voie de la chimie, c'était celle qu'on comprenait. Et la voie de la biologie qui était née en même temps, en 1840, première découverte des mycorhizes, n'a réellement émergé que dans la compréhension des mycorhizes qu'à partir de 1980. Donc vous voyez le hiatus qu'il y a dans les paradigmes de compréhension du fonctionnement du sol. On est les héritiers d'une période totalement incompétente en matière de la compréhension du fonctionnement du sol, toute la période du 18e, 19e et 20e siècle, ou quasiment. Et alors, il ne faut pas s'étonner que finalement, depuis ce matin, depuis qu'on est réunis, en France, on a perdu 23,4 hectares de terre fertile. Alors, il y a des gens qui reconnaissent la photo. Oui, c'est une photo qui est prise pas loin. Vous trouverez ça dans le bouquin de Frédéric Danhé, « Cessons de ruiner notre sol ». Tout près de chez nous aussi, on a des phénomènes érosifs qui sont énormes. Dans le Lauragais, une équipe de chercheurs de l'université de Nice ont mis en évidence que 49% des sols centrés autour de Castelnaudary, dans les coteaux autour de Castelnaudary, dans le Lauragais, perdent 21 tonnes par hectare et par an, ce qui est considérable. Mettez ça en parallèle avec la création de nouveaux sols, de matière, de l'ordre de 250 kg par hectare et par an. Donc à ce rythme-là, évidemment, on est sur des phénomènes dont on ne perçoit pas la rapidité, mais qui sont au niveau géologique des véritables catastrophes. J'avais calculé à une époque que si dans notre région, l'érosion, depuis que les montagnes de montagnes noires sont érigées, si on avait eu la même érosion, le pic de Nord, il aurait fallu qu'il soit érigé à 10 000 mètres d'altitude pour se retrouver à l'altitude qu'il fait aujourd'hui. Or, le pic de Nord, je crois, par les géologues, il ne dépassait pas 3000 mètres d'altitude lors du plissement qui l'a généré. Donc les phénomènes qui se passent maintenant depuis 50 ans au niveau de l'érosion des sols sont des phénomènes particulièrement inquiétants. Voilà le genre de spectacle qu'on peut voir certains hivers ou certains printemps dans notre région. En France, tous les terrains ne sont pas aussi fragiles vis-à-vis des phénomènes d'érosion. Nous nous trouvons dans une zone extrêmement fragile, effectivement, mais ce n'est pas la seule. Malgré tout, et ça a été dit tout à l'heure, 18% des sols en France sont en aléa moyen à très fort en matière d'érosion. La moyenne, je crois que c'est 10 tonnes par hectare et par an. Donc c'est déjà beaucoup trop par rapport à la capacité que l'on a à régénérer les sols à partir de l'altération des terres, des roches-mères. Autre petit calcul que je me suis amusé à faire, en France on aime bien les cantonniers, on aime bien faire des fossés. Il y a à peu près l'équivalent de 1,4 km de fossé par kilomètre carré de terrain en France. Et c'est du carré de 1 sur 1. C'est énorme. Comment voulez-vous qu'une goutte d'eau qui s'écoule à la surface d'un sol puisse échapper à être envoyée le plus rapidement possible vers l'océan ? C'est presque pas possible.
de toute façon, d'une façon efficace. Et encore là, j'ai pas pris en compte dans le calcul les fossés agricoles. Pourtant, il existe des solutions, seulement ça oblige à changer vraiment le logiciel des aménageurs de notre territoire. Il existe des solutions qui sont d'ailleurs, dont la promotion est faite d'ailleurs par le site internet du ministère de l'écologie, mais moi j'en ai pas vu. Il faut fabriquer dans les fossés des petits biefs avec différents types de matériaux. Là, c'est des biefs faits avec des murets en pierre sèche, peut-être même un noyau éventuellement d'argile de ce type, de bentonite pour assurer l'étanchéité du noyau. Et ce faisant, ça permet de créer des biefs et donc de permettre l'infiltration des eaux qui s'écoulent d'une façon modérée. Ça n'empêche que le fossé peut assurer sa fonction de protection des biens et des personnes lorsqu'il y a des écoulements torrentiels. Mais ce genre de dispositif qui commence à beaucoup être raisonné en Suisse, on n'en fait quasiment pas la promotion en France. Alors qu'à mon avis, c'est vraiment une des clés très simples à réaliser. Moi, j'ai eu à accompagner des projets d'urbanisme dans différentes communes de Midi-Pyrénées. À chaque fois qu'on leur propose de faire transiter les eaux pluviales qu'ils ont à leur charge par un système de bassin d'infiltration, évidemment, personne n'en avait eu l'idée, mais personne n'est contre. Parce que ça permet de s'intégrer dans un aménagement paysager. On fabrique une mare, on fabrique des bassins, ce sont des noues, qu'importe, on va trouver des solutions techniques et paysagers. Mais il y a toujours moyen de faire ça, plutôt que de créer juste un chenal ou une canalisation, parfois même enterrée, pour ramener le plus vite possible toutes les eaux qui sont issues des terrains imperméabilisés vers la rivière. Il est vraiment indispensable de faire la promotion de ce genre de technique. On n'y coupera pas dans une perspective d'amélioration de nos capacités à avoir des ressources en eau sur notre territoire. Autre paradoxe, on a perdu 60% ou entre 50 et 60% de la matière organique en moyenne sur nos sols en France en l'espace de 50 ans. Et encore, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la matière organique qui reste, c'est une matière organique qui a un très long taux de recyclage. Donc elle n'est quasiment pas utilisable, ce carbone, il n'est quasiment pas utilisable par les formes de vie. C'est presque du carbone fossilisé, celui qui reste. Il est très très peu mobilisable par les formes de vie, parce que molécule trop complexe à être détériorée par la flore bactérienne. Donc on en a peu, et en plus ce qu'on a, c'est ce qui ne peut pas être détruit. Donc c'est quasiment pas exploitable. Du coup, baisse de perméabilité, baisse de la capacité de stockage en eau, moins de biocénose, c'est un cercle vicieux. Les usines microbiennes ne fonctionnent plus ou mal, l'érosion augmente, et cerise sur le gâteau, on a libéré donc cet équivalent de carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère, et notre agriculture a contribué au réchauffement climatique, c'est indéniable, depuis 50 ans. On pourrait parler des pollutions. Là, je vous invite à regarder les bouquins de l'ADEME. Juste une chose, il a été établi d'une façon certaine en 2014 par une équipe de chercheurs des effets négatifs du glyphosate sur les champignons mycorhiziens. Il a été en même temps, par la même étude, établi que les lombriciens, eux, souffraient pas ou très peu du glyphosate, mais par contre, toute la flore mycorhizienne, elle est cassée, altérée gravement par l'emploi de ces pesticides. Perte de fertilité, là, c'est pas moi qui le dis, c'est les organes agricoles. On se rend compte que depuis quelques dizaines d'années, on plafonne en termes de rendement en fertilité et en gains économiques, évidemment. Il y en a même un qui finit par dire, mais finalement, on arrive dans une période de vache maigre, on a eu nos meilleures années pendant 50 ans, et maintenant, à quoi il faut s'attendre, ils ne savent pas. Alors, la plupart du temps, dans ce genre de débat, on fait appel à des causes externes, qui sont les changements climatiques, qui sont les différentes politiques agricoles communes,
qui sont des causes liées à la recherche sur la génétique qui plafonne aussi, l'amélioration n'est pas top, etc. Ou alors on porte l'opprobre sur le paysan lui-même qui n'est pas capable d'utiliser correctement les informations pour gérer les parasites, par exemple. Vous avez été mauvais, c'est pour ça que votre récolte est mauvaise, etc. Rarement, moi j'ai fait des recherches, rarement on s'inquiète sur la vie des sols, voir s'il n'y a pas un lien entre le plafonnement de ces rendements et la vie des sols. C'est un peu inquiétant à mon avis, cette forme d'aveuglement et qui cherche à repousser sur d'autres causes extérieures ce plafonnement des rendements. Et je vais terminer donc par là. Je crois qu'il est temps d'apprivoiser le sol ou de le réapprivoiser, un peu à la manière du Petit Prince et de son renard, et à la manière qu'a le Petit Prince de prendre soin de sa rose. On en est là maintenant. Et les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs du sol, à mon avis, ce sont les paysans eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'on a eu l'idée, avec la coopérative Rhizobium, de monter un programme de sciences participatives destiné directement aux paysans. C'est le meilleur observateur, c'est le meilleur naturaliste. Il est bien meilleur qu'un chercheur, il a besoin des chercheurs, mais lui, il est 24 heures sur 24 auprès de son sol. Et il est capable de ressentir, mais aussi de mesurer et d'observer ce qui se passe dans son sol. On leur a donné quelques moyens pour comprendre et pour faire des protocoles d'études. On a même créé pour l'occasion un Pecnolab à la manière d'un Fab Lab, dans le même esprit. On partage le savoir entre sachants et gens qui veulent apprendre, et des moyens autour d'un laboratoire pour faire toute une série de mesures. Alors voilà le type de mesures qu'on est capable de faire au champ, avec très peu de moyens finalement. On est capable, dans une parcelle, de mesurer la perméabilité. Avec 2 cylindres de métal, avec 2 boîtes de conserve s'il faut, ou une seule. On mesure la vitesse d'infiltration d'une lame d'eau, on chronomètre, et on arrive à faire des courbes, et on arrive à comparer les situations les unes par rapport aux autres. Ce sont des tests qui sont normalisés à FNOR pour mesurer la perméabilité des sols. Et c'est très simple à faire. Et donc chacun peut repartir, faire le test lui-même et vérifier si la culture qu'il a mis en place a amélioré ou pas la perméabilité de son sol, à moindre coût. On peut faire des choses aussi qui ne sont pas très coûteuses. Le test du litter bag, du sac de déchets. On enfouit dans le sol, à différentes profondeurs du sol, une étoffe de coton bio. Alors il y en a d'autres qui font ça avec autre chose, avec des sachets de thé. Moi, je suis pas sûr que les sachets soient vraiment bio, donc je préférais prendre une étoffe de coton. Puis la Chambre d'agriculture de Terne fait ça avec des petites culottes. Alors, chacun son truc. Moi, pareil, pour des histoires d'asepsie, je préfère prendre des cotons bio qu'on a passés d'abord dans une étuve pour les stériliser, être sûr qu'on n'apporte pas dans le sol des bactéries qui vont détruire la matière organique. Et le but, c'est de revenir au bout de quelques mois et de voir quelle est la dégradation des matières organiques. C'est un test comme un autre. Comme on peut refaire ce test dans plein d'endroits et que ça coûte pas très cher, on peut comparer la perte de poids. On remet tout ça à sécher, on débarrasse des matières organiques, et puis on pèse sur une balance de précision. Et on s'aperçoit de choses tout à fait intéressantes. Bon, je vais pas vous commenter les chiffres, mais ça permet d'être, en tout cas, de se rendre compte s'il y a une vie ou pas dans le sol, si cette vie est limitée ou pas. On avait fait par exemple l'essai dans un sol gorgé d'eau en permanence, un sol de zone humide, et évidemment quand on est revenu pour prendre l'échantillon, on savait qu'il n'y avait quasiment pas de champignons et quasiment pas de bactéries, mais là on en avait la preuve, c'est-à-dire que l'étoffe n'avait quasiment pas bougé par rapport à des équivalents dans des sols à proximité qui étaient des sols ressuyés. On peut faire des choses aussi qui semblent comme ça très très complexes, mais en fait on peut mesurer la respiration des microbes avec une étuve, avec une pipette et quelques produits chimiques tout à fait abordables. Dans un bocal, on met à incuber des échantillons de sol, 1 ou 2 grammes de sol, et on va mesurer le CO2 que les bactéries vont produire. Et on a une idée
de l'activité bactérienne qui peut se produire en conditions standards dans un sol, dans la nature. Et on va comparer comme ça des parcelles les unes par rapport aux autres. Ici, par exemple, vous avez quelque chose qui est tout à fait édifiant. C'est que la respiration microbienne de la colonne de droite a été mesurée dans des prairies naturelles. C'est nos zones témoins. Et à gauche, c'est dans des cultures qui sont labourées tous les ans. Et donc la respiration microbienne est 3 fois plus efficace dans les prairies naturelles que dans les cultures labourées tous les ans, sur les échantillons que l'on a, nous, prélevés, etc. Donc ne dites pas partout que c'est ça qu'on doit obtenir sur tous les sols. C'est toujours selon les conditions expérimentales. Et nous faisons ça pas pour le plaisir, on fait ça pour comprendre, mais on n'est pas non plus un organisme de recherche destiné à produire de l'information scientifique. On peut faire la même chose très facilement en collectant et en répertoriant, inventoriant la biomasse des invertébrés. Et puis, je terminerai par là, c'est un peu plus complexe, mais on tenait absolument à trouver une méthode et à donner à nos agriculteurs une méthode pour évaluer l'activité biologique liée aux mycorhizes et aux champignons. Il n'y avait rien qui nous satisfaisait, alors on a eu peur de rien. On a carrément repris les publications de Sarah White aux États-Unis et on a réalisé le protocole qui permettait de mesurer le taux de glomaline qu'on peut trouver dans un sol. Donc maintenant, notre Pecnolab et nos paysans sont capables de faire ça. Pas en routine, ça demande un petit peu de savoir et de temps, mais c'est tout à fait réalisable. Et on mesure donc le taux de glomaline. Et là, pareil, on a la même chose. Énormément de glomaline dans une prairie et très très peu dans un sol labouré. Pour en finir, je vous invite à quelques lectures. Alors, la première lecture, c'est le fabuleux bouquin, ça se lit très très vite, l'essai de Frédéric Danhé, Cessons de ruiner notre sol, qui est paru en 2014, qui balaie à peu près tous les sujets autour du sol, et il paraît même que ça a été le livre de chevet du précédent ministre de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Environnement non, mais de l'Agriculture, oui. Un ouvrage de fond sur la biologie des sols aux éditions Belin, qui vient de sortir. Et puis la Bible pour les vers de terre, des vers de terre et des hommes, de Marcel Boucher, qu'il a publié en 2014. Alors, si vous voulez connaître tout et d'une manière rigolote, grâce à un vieux monsieur malicieux, qui est tout à fait conscient des limites de la science et des organisations politiques autour de la science. C'est très drôle et c'est très passionnant, très instructeur. Vous avez toute une collection aux éditions Quae qui concerne les sols et les mycorhizes et la microbiologie des sols. Et enfin, un très très gros bouquin, alors là pour ceux qui veulent faire le tour de la question, aux éditions des presses universitaires de Lausanne, une grosse encyclopédie sur le sol vivant, qui est régulièrement remise à jour. Voilà, donc là, je donne un petit mot à la régie, on va passer le clip qui présente le réseau sol, animé par Isobium. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure.